nous allons parler de la propagande russe qui s'en prend géographiquement, physiquement à l'espace où se trouve l'ambassade de France à Moscou, la magnifique, l'éblouissante d'ailleurs ambassade de France à Moscou, qui est un bâtiment superbe. Et c'est bien ce lieu, qui est un petit morceau de France à Moscou, qui est ciblé par les Russes. Avant même l'annonce de cette coalition européenne par le président Emmanuel Macron, la Russie réagit d'ores et déjà. Regardez ces affiches, elles ont été aperçues juste en face de l'ambassade de France à Moscou, dans les alentours. Elles sont placardées sur les arrêts de transport, là sont sur des arrêts de bus. D'après l'agence russe RIA Novosti, ces affiches sont bien réelles. Elles appellent l'armée française qui serait présente en Ukraine à se rendre auprès de l'armée russe. On va regarder l'affiche de plus près. Regardez, elle représente, on en parlait ensemble, Eric, tout à l'heure, le commandant de la division SS française Charlemagne. Oui, parce qu'il dit l'affiche, les Français se sont déjà battus contre la Russie. Ouais. Alors ça c'est extraordinaire car... Vous voulez que je vous traduise d'abord le texte ? Allez-y, ça va. allez-y. Alors, Français, ne répétez pas les erreurs de vos ancêtres. Leur destin est connu. Ce sont des équipes qui ont pu traduire tout ça. Ces Français ont déjà combattu contre la Russie du côté des nazis. Et après, ils les appellent à se rendre. Ouais. Voilà. Parce que ça... c'est un coup assez malin, un peu pathétique, mais très malin des Russes, qui finalement exhume le passé collabo de la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sort un monsieur dont nous ignorions l'existence. Moi, je connais bien cette période de la guerre. Edgar Puot, je le connaissais pas, j'ai un peu regardé. Donc, il s'est engagé, c'est un soldat de l'armée française qui s'est engagé en 1942 dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, en gros, qui soutenait la LVF, qui était pro-nazi, bien sûr. Et puis, il a fait des tournées de propagande quand il est revenu en France en 1943 pour la LVF, pour que des jeunes Français s'engagent aux côtés du Troisième Reich. Vichy l'a promu général de brigade. Il est devenu commandeur de la Légion d'honneur. Puis il est entré directement à la Wehrmacht. Et puis finalement la division Charlemagne, qui est vraiment une division SS. Voilà, avec le S, c'est le S, c'est SS. Et l'écusson français, le drapeau français, c'était une division française. On voit d'ailleurs la division Charlemagne. Là, je ne sais pas si vous avez vu 2 ou 3 soldats français que vous venez de voir, qui étaient des SS français, assez célèbres. Voilà, à droite, il y en a un qui s'appelle Bassompierre, d'ailleurs, qui est assez connu. Christian de Mazières, etc. Après-guerre, certains ont survécu. Pierre Bousquet, qui était un des fondateurs du Front National. Pierre-Émile Bousquet, qui était un des fondateurs du Front National. Un des fondateurs du Front National. Bon, voilà. Alors, ça, c'est intéressant parce que Poutine dit, vous êtes un peuple, en gros, vous êtes un peuple de collabos et vous êtes en train de refaire ce que vous avez fait en 1945. Il réduit la France à la collaboration, et pire que la collaboration. Avec les nazis. Combattre dans la SS, c'est le summum. Ouais, ce qui est vrai, c'est une part de l'histoire de France, de la collaboration active. C'était ce commandant qui a été promu général par Vichy et décoré de la Légion d'honneur par Vichy, rappelons-le, a été effectivement le patron de cette brigade de Français qui d'ailleurs a combattu jusqu'au bout, puisque c'était cette unité qui défendait Hitler dans son bunker lorsqu'il s'est suicidé à Berlin, entouré par les Soviétiques. Mais il a été recruté par les Allemands dans ces brigades, parce que vous savez que il y avait des tas de pays, il y avait une brigade nordique, il y avait une brigade musulmane. Comment s'appelait-elle ? Saint-Jacques. Comment ? Au Saint-Jacques. Voilà. Et donc il y a une photo très célèbre où on voit des SS musulmans avec le moufti de Jérusalem. Avec le moufti de Jérusalem qui prie en direction de la Mecque. Des SS qui prient à genoux, devant en direction de la Mecque, c'est un peu étonnant. Ce qu'on voit moins souvent aussi, c'est qu'il y avait une division russe dirigée par Alexeï Vlasov, général, en 1942, lui aussi recruté en même moment que ce Français, et qui était retourné et qui était l'ancien responsable de la 2e armée de choc soviétique. Voilà ce général soviétique de l'armée rouge qui se retourne et qui devient général d'une armée russe. Nazi. Donc oui, il y a eu des collaborateurs actifs sur des bases idéologiques qui ont rejoint les nazis dans l'ensemble des pays qui ont été occupés totalement ou partiellement, dont l'Union soviétique. Guillaume. Oui, moi je trouve que c'est intéressant que la Russie s'intéresse à l'histoire de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi je leur suggérerais bien une autre affiche avec Maurice Thorez,
secrétaire général du Parti communiste français, qui a déserté, alors qu'il avait évidemment été incorporé en 1939 dans l'armée française, qui avait déserté en URSS, parce qu'évidemment il soutenait le pacte germano-soviétique. Donc l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle est complexe, on le sait. Il y a eu des traîtres à leur pays, mais il y en a eu de plusieurs ordres et de plusieurs types. Je pense que le simple fait que nous, qui nous intéressons à l'histoire, nous ne savions pas jusqu'à cet après-midi qui était cet horrible bonhomme qui est sur l'affiche, montre bien que historiquement, ça ne tient pas la route, cette campagne de déstabilisation qui, à mon avis d'ailleurs, n'ira pas très loin. Je pense que le but, c'est de nous faire réagir. Et on peut dire qu'il est atteint. Mais c'est très fort. Hein. Ils sont allés chercher un collabo, oublié d'histoire de France, et dire, regardez ce que vous avez été. Mais il nous met face à une réalité, parce que ce monsieur existe, il s'appelle Edgar Puot, il existe. Alors regardez ce que vous avez été, eh bien vous êtes en train, nous observateurs extérieurs, nous vous disons, chers Français, que vous êtes en train de tomber dans le même travers, celui de collaborer avec quoi, comme les Européens sont des nazis dans la rhétorique poutinienne, les ukro-nazis. Ils ont déjà quand même, c'est pas la première fois que les Russes accusent la France d'être les nazis. Vous vous rappelez, plusieurs fois avant, on a entendu ce discours. Donc c'est vrai que c'est l'un des moyens de la propagande. Ils sont très forts dans la propagande, dans cette ingénierie de détourner l'information. Vous avez raison d'utiliser ce mot. Oui. Ingénierie, c'est très bien. Bien sûr, parce que ce sont des ingénieurs vraiment des esprits, des mentalités pour créer, pour manipuler la population de telle manière que vous voyez, précédemment, nous avons parlé que finalement les Russes s'habituent à être disséminés par la frappe nucléaire. Pourquoi pas? Donc c'est très dangereux ce que se passe. Et même ces affiches à Moscou, je pense que c'est tourné bien évidemment pour les Français parce que les Français allaient réagir, mais c'est aussi tourné pour les Russes, parce que c'est très important de montrer aux Russes que les Français étaient des nazis, qu'il y avait les traîtres français, et donc tous les Européens sont des nazis, c'est le discours habituel que les Russes entendent. Il faut bien les combattre, il faut combattre et les Ukrainiens et bien sûr les Français qui sont du côté des ukro-nazis, comme ils les appellent les Ukrainiens. Alors c'est quand même une affiche qui est aussi faite à destination des Français. Regardez ce qui est écrit juste en bas de l'affiche, c'est écrit en français, appelé la Volga, et puis mettre le numéro où il est possible. Ah oui, alors la Volga, c'est le nom d'une ligne téléphonique pour que les ennemis de la Russie se rendent. Bonjour, je suis soldat ukrainien, j'appelle la Volga, une ligne téléphonique, je me rends, venez me récupérer à tel endroit, je me rends. Voilà, donc ça fait partie de la propagande russe, Sergueï Girnov. Oui, ça fait partie de la propagande russe. D'ailleurs, l'armée Vlasov n'était pas la seule. Il y avait 3 autres divisions SS. Donc en fait, les Russes étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait la 29e division d'infanterie SS, donc de Waffen-SS russe, la première division SS russe. Il y avait la 30e division SS, Waffen-SS russe. Il y avait le corpus russe, Russland. Et plus l'armée de libération de Vlasov. Donc, si vous voulez, en nombre, en fait, ils dépassent largement les Français. Donc, il y a autre chose. Vous avez raison. Ça, c'est un argument à répondre à Poutine. Il y a plus de Russes engagés dans la SS. Dans la SS que de Français. Que toutes les autres nations réunies. Toutes les autres nations réunies. Si je peux faire une toute petite incise, il y a encore plus que ça. Il y a ce qu'on appelle les zimmis. C'est-à-dire que c'était des prisonniers faits par la Russie, par l'Allemagne, qui étaient intégrés dans la Wehrmacht. Et par exemple, l'essentiel des troupes qui défendaient la Normandie face au débarquement de la Libération était composé de ces prisonniers russes intégrés dans la Wehrmacht. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Au moment du le bouquin de Bivouac. Au moment du 6 juin? Oui. Ah non, c'est énorme. Non, mais attendez. Il y a un bouquin de en ces temps de polémique sur la présence russe, il faudrait également évoquer ces combattants russes. Oui. Ça ravirait Poutine. Et sans vouloir tomber dans la polémique, on peut dire aussi qu'il y a eu, chez les Ukrainiens, des collaborateurs de l'Allemagne nazie. Bien sûr.
Notamment parce que Comme chez les Polonais, comme chez les Mais Serbes, oui, absolument. Bien sûr, comme partout. Voilà. Donc l'histoire est complexe. C'est ça que je l'histoire voulais rappeler. européenne, c'est l'histoire européenne. Même un homme comme Bandera, qui est le héros nationaliste ukrainien, il a pensé qu'il pouvait se servir de l'Allemagne pour chasser les soviétiques de l'Ukraine. Ensuite, il a été mis de côté par les Allemands qu'il avait au départ instrumentalisé. Il était mis carrément dans un camp de concentration. Il est passé Mais vous savez que... 3 ans. Non mais attendez, alors ça c'est un autre sujet, mais les Allemands vont manipuler tous les nationalismes. bien sûr. Le mouvement nationaliste indépendantiste breton, qui est de bonne foi, ils vont être tellement séduits par les Allemands qui n'ont qu'une pensée, c'est déconstruire la France comme État, et donc ils vont donner des gages aux indépendantistes bretons, aux Irlandais, au nationalisme qui émerge le long, les nationalismes qui émergent le long tout autour de la Méditerranée. Ils vont créer l'ancêtre d'RMC, la station RMC, donc il va y avoir ils vont faire, ça va pas leur faire plaisir à RMC, mais ils vont mettre un émetteur dont l'objet, au début de la Seconde Guerre mondiale, est littéralement d'arroser le pourtour méditerranéen pour faire naître dans les colonies françaises un désir d'indépendantisme, etc. Et j'irai plus loin. Par ailleurs, n'oublions pas que quand même, de 1939 à 1941, il y a une alliance entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique de Staline. Donc, C'est ça. Énorme pacte. Et juste pour en revenir sur ces affiches qui ont été placardées juste devant l'ambassade de France en Russie, Stéphane Courtois, historien et auteur, a réagi sur cette antenne il y a encore quelques heures. Bon, lui, il parle de provocation. D'une part, c'est un faux grossier, d'autre part, c'est une provocation devant l'ambassade. Et qu'est-ce qu'on attend ? On attend que la France réagisse en faisant un faux pas, quelle que soit la réaction. Si vous ne dites rien, on dit « Regardez ». On a donné des informations, il n'en parle pas. Vous réagissez, regardez, il nous critique. Donc, bon, c'est le b.a.-ba de la provocation. Une provocation, c'est toujours très difficile d'y répondre. Hein, c'est à ça que ça sert. Mais je pense que pour l'instant, ça sert surtout en interne. Vous nous avez expliqué. Ça nourrit la propagande du pouvoir pour légitimer la guerre.